comme ça, vous êtes lyonnais. Personne n'est parfait. Ça n'a fait rire que la moitié de la salle. Ça me permet d'ausculter un peu ceux qui viennent de Marseille, quoi, concrètement. J'ai failli être lyonnais, en vrai. Mon rêve, on est juste à côté des quais. Il y a un bateau à Donnet, en Avignon. Alors, je vous donnerai l'annonce sur le Bon Coin, si vous voulez. Il y a un bateau qui est classé au monument historique. C'est un énorme truc de 77 mètres de long par 7 mètres de large. Je me suis un peu renseigné, il s'appelle le Forez. Et c'était un pétrolier de la compagnie Desmar et Frères. Et le machin, avec 7 mètres tirant d'air plus tirant d'eau, donc ça fait un volume un peu sérieux, est à donner pour 1 euro symbolique. Et évidemment, moyennant ça, il faut réparer la coque, mais pareil, je me suis renseigné, c'était de l'ordre de 100 000. Et donc, je voulais installer ce bateau ici. Voilà. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que pour obtenir une place de port, c'était Ubu qui faisait un gosse à Franz Kafka pendant que Frankenstein filme, concrètement. Et il y a un bout, c'est les voies navigables de France, il y a un bout, c'est EDF, parce qu'il y a les stations hydromotrices, etc. Puis il y a un bout qui appartient à l'Amérique. Bon. Vous avez vu les 12 travaux d'Astérix ? Voilà. En fait, à côté, c'est simple. Et du coup, je n'ai pas fait ça, et je me suis installé en Suisse. Pour la fondue, le chocolat. Enfin, vous voyez, quoi. À Neuchâtel. C'est à côté de chez vous. Et donc, je suis le PDG du groupe General Bionics. On a 14 employés. Je l'ai créé, cette boîte, il y a 1 an et demi. On vient de boucler une levée de fonds. Je suis assez content. C'était aujourd'hui précisément que l'argent était versé sur notre compte. Donc là, je me permettrai de sabrer une petite bouteille de champagne juste après la conf. Et puis, je suis président fondateur de la fondation Bioniria. C'est une fondation que j'ai créée pour que les chefs d'État préfèrent trouver de la biodiversité, que du pétrole sur leur territoire. C'est pour vérifier si vous suiviez. Cette fondation, vraiment, quand on a découvert des gisements de pétrole au Brésil, le président Lula a dit que c'est la 2e indépendance du Brésil. Et je ne suis pas d'accord, parce que je suis d'origine algérienne, et si le pétrole rendait indépendant, je serais le premier au courant. Véritablement, au Brésil, il y a la biodiversité aussi, qu'aujourd'hui on détruit, mais on ne voit pas sa valeur économique en termes de PIB. Parce que, voilà, une grenouille, ça vaut combien ? Bon, maintenant, on commence à le savoir. Les toxines, la toxine du mamba noir, alors c'est pas en Amérique du Sud, c'est en Afrique. La toxine du mamba noir, elle est quelque part autour de 20 ou 30 fois plus puissante que la morphine, comme anesthésiant. Mais elle n'est pas addictive. Donc, ça s'appelle la mambalgine, très utile en pharmaceutique. Et puis, il y a d'autres toxines d'animaux qui valent des fortunes. La biodiversité vaut énormément d'argent. Vous prenez Waze, par exemple, vous utilisez Waze un peu ? Vous savez comment ça marche, Waze ? En fait, c'est basé sur les fourmilières. Il n'y a pas d'embouteillage dans les fourmilières. Tenez-le vous pour dit. Parce que dans les fourmilières, toutes les fourmis vont à la même vitesse. Bon, ça, c'est pas possible pour des humains. Mais par contre, dans les fourmilières aussi, les fourmis laissent une goutte de phéromone sur le sol quand elles sortent de la fourmilière. Et elles sont entraînées à suivre le chemin le plus odorant, qui est aussi le plus efficace. Ça s'appelle la stigmergie, si le sujet vous intéresse. Ça a été découvert par un Français. Et comme très souvent, ce n'est pas vendu par un Français. Mais je ne rentrerai pas dans ce débat. Mais quoi, oui, si je vais y rentrer quand même 5 minutes. L'imprimante 3D, découverte par un Français. Le CNRS a dit, c'est quoi ce gadget ? Je déconne pas. C'est pareil, ça n'a fait rire que la moitié de la salle. Mais le pompage optique, tous les lasers industriels sont faits par pompage optique, prix Nobel Alfred Kessler en 67. La France n'exporte pas de laser. Fin de la blague. Bon, je reviens à la stigmergie. Découverte par un Français dans les années 50, c'est une équipe israélienne qui découvre que ça fait le meilleur GPS du monde. En fait, quand vous appuyez sur le frein, avec l'accéléromètre du téléphone, immédiatement, votre téléphone marque un moins sur la carte. Et quand vous appuyez sur l'accélérateur, ça marque un plus. Et en ayant la somme de tous les moins et de tous les plus, vous avez des cartes de chaleur qui font le GPS le plus optimisé sur Terre. Ça a été racheté par Google, 1,150 milliard. Ils étaient quelque chose comme 90 dans la boîte. Donc là, vous voyez la valeur de la biodiversité, et c'est qu'un exemple. Bon, cette fondation, je l'ai créée pour ça, pour faire en sorte que un jour, les chefs d'État préfèrent trouver de la biodiversité que du pétrole, parce que la connaissance vaut plus cher que le pétrole. Facebook vaut 4 fois Total en bourse, donc c'est pas une métaphore. La connaissance vaut plus cher que le pétrole pour une économie. Et en même temps, la nature est le plus gros gisement de connaissances sur Terre. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler ce soir. Voilà, spoiler. Je vous ai dit que j'aimais les bateaux. En fait, ma fondation
a couru la route du Rhum. On est assez fiers de ça. Donc il y a un bateau avec gold.fr qui a, très beau comme symbole, parce qu'on veut dire justement la biodiversité vaut autant que l'or, donc on s'est mis sur le même bateau. Et on a couru la route du Rhum. Bon, alors, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Voilà, je tenais à ce que ça se sache. Et là, je vais vous parler de la persévérance, c'est ça le symbole. Alors, selon moi, la révolution industrielle nous a laissé avec 2 mensonges. Le premier, c'est nature ou emploi, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. Soit vous avez de la nature, mais vous n'avez pas d'emploi, ça s'appelle la campagne. Soit vous avez de l'emploi, mais vous n'avez pas de nature, ça s'appelle la ville. Et l'exode rural est là pour témoigner de ce que les emplois sont en ville et la nature est à la campagne. Et les deux ne se mélangent pas. Moins il y a de nature, plus il y a d'emploi, plus il y a de l'emploi, moins il y a de nature. Alors ça, c'est faux. Hein. On voit bien quand on prononce la phrase que c'est faux, mais concrètement, pour la personne moyenne au Nigeria encore aujourd'hui, c'est vrai. C'est-à-dire, pour trouver des emplois, il faut aller en ville. Et concrètement, pour les politiciens aussi, hein, ce qui fait que Donald Trump est sorti des accords de Paris, c'est que sa base électorale, elle est convaincue que dès qu'on parle d'écologie, on ne parle pas d'économie. Et je ne vais pas lui jeter la pierre parce que dans l'autre camp, c'est pareil. Dans le camp des écologistes, on est convaincu que dès qu'on parle d'économie, on ne parle pas d'écologie non plus. Hein. Donc il y a une guerre, une sorte de guerre de tranchées, la guerre vert-de-gris, j'appelle ça, où vous avez les verts d'un côté, les gris de l'autre, et ils sont sûrs que d'une chose, c'est qu'il faut se taper dessus, et qu'on n'aura pas les deux. Et c'est aussi ce qui fait que George Bush père, je parle du père, hein, je parle de celui qui a pris l'intelligence pour toute la famille, hein, eh bien, vous visualisez. George Bush père, il avait dit, pour signer le protocole de Kyoto, quand il a refusé de signer le protocole de Kyoto, il avait dit le niveau de vie des Américains n'est pas négociable. Parce que clairement, il y avait cette idée que dès qu'on parle d'écologie, on parle décroissance, etc., et qu'on va détruire l'économie. Et ça, on peut montrer au XXIe siècle que c'est faux, mais réconcilier ces deux choses, contrecarrer ce mensonge, c'est peut-être la partie la plus importante du XXIe. Hein. Et le pays qui doit le faire sous peine de mort, c'est la Chine. Parce que la Chine, là, ils sont funambules, en fait. D'un côté, le Politburo sait que s'ils ne font pas 7% de croissance, ils sont morts. Le Parti communiste chinois, aujourd'hui, ils ont beau interdire Google, ils ont beau interdire Facebook, ils ont beau avoir un système de notation des citoyens, ils savent que tant qu'ils ne font pas 7% de croissance, s'ils ne font pas 7% de croissance, ils perdent le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est ça. Ok, vos enfants vivront mieux que vous, par contre, la démocratie, oubliée. Et ça marche, pour l'instant. Ils sont 1,3 milliard, ça marche. Par contre, ils savent que le prochain Tiananmen, ça va être sur des questions écologiques. Parce que le prochain Tiananmen, ça sera parce qu'on ne peut pas voir à 4 mètres à Shanghai. Ça sera parce que la population d'asthmatiques est en croissance exponentielle à Pékin. Ça sera parce qu'il y a 7 ans, il y a eu 5000 carcasses de porcs sur le Huangpu à Shanghai. C'est ça qu'ils sont passés. Aucune arrestation. C'est dur à trouver, hein, je pense qu'il faut appeler l'inspecteur Colombo pour 5000 carcasses de porcs qui descendent le Huangpu pour savoir d'où elles venaient. Ça ne devait pas être très très compliqué. Mais des catastrophes écologiques comme ça, il y en a tout le temps. Et la prochaine fois que les Chinois seront dans les rues, ça sera à cause de ça. Donc, s'ils ne trouvent pas un moyen d'avoir 7% de croissance sans avoir 80% d'asthmatiques, ils sont morts. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont en train de plancher sérieusement sur le problème. Donc ça, c'est le premier mensonge du XXIe siècle. De la révolution industrielle, que le XXIe siècle doit au contraire guérir. Nature ou emploi, il faut choisir. Dans cette conf, je vais vous parler du deuxième mensonge de la révolution industrielle, qui est tout aussi grave que le premier en fait, et qui est produire ou s'épanouir, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. Soit tu es productif, mais tu es dépressif, soit tu es épanoui, mais tu es un glandeur. Voilà. Et là pareil, funambule sur les deux, c'est-à-dire pas trop épanoui, pas trop productif, et tout le débat social, les partenaires sociaux, tout le débat social syndico-patronal, il est coincé là-dessus. Hein. C'est-à-dire, forcément, si on travaille plus, on va souffrir. Et c'était vrai dans la mine de charbon, hein. Il n'y a pas de débat. Du temps de Dickens, il était clairement vrai que quand il y avait des gamins de 12 ans qui descendaient à la mine, être productif, c'était pas être épanoui. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a peut-être moyen de réconcilier les deux. Systématiquement ou pas, on le verra. Mais comment être productif et épanoui ? L'argument de cette conf, c'est que toute personne productive n'est pas forcément épanouie. Ça, c'est un fait. Hein. On peut être un ingénieur de grande qualité et puis un jour, en disjoncte, quelqu'un vous a rayé votre bagnole, vous sortez le fusil à pompe et vous le tuez. Les canards sont remplis de ce genre de faits divers. Mais en même temps, donc on peut être productif et pas épanoui, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'épanoui et d'improductif. Au sens large. Je n'ai jamais vu quelqu'un, on va le dire comme ça, je n'ai jamais vu quelqu'un d'épanoui qui était un fardeau pour la société. J'ai jamais vu quelqu'un d'épanoui en tôle, par exemple. J'ai jamais vu quelqu'un d'épanoui être condamné à aller en tôle pour quelque chose qu'il avait fait. Et je vais vous le démontrer, ça. C'est ça le sujet de cette conf. Comment réconcilier épanouissement et productivité. Alors, ma première slide, c'est lui. Et lui, c'est Saint Augustin. Saint Augustin était kabyle, comme tous les génies.
Le monde se divise en deux catégories. Les Kabyles et ceux qui rêvent d'être Kabyles. Je prends mes pilules. Ouais, mon père est de Tizi Ouzou, mais je me soigne. Saint Augustin, là vous le voyez en train de réaliser un téléchargement de connaissances dans sa tête. Il a le pack Saint Augustin. Il accède à la vérité directement comme ça, avec son cœur, un aimant. On a pensé très souvent du temps d'Aristote, on pensait que le magnétisme était une forme d'amour, de sympathie. Jusqu'au Moyen-Âge, on pense ça, que le magnétisme est une forme de sympathie entre objets qui finalement s'aiment et essaient de se retrouver. Et donc, la sympathie de son cœur pour la connaissance lui permet de télécharger la vérité. Alors, c'est subversif comme toile, pour autant qu'on puisse être subversif du temps de Louis XIV, mais il piétine les livres, là. Là, il n'a plus besoin des bouquins, c'est Saint-Augustin, il télécharge la vérité directement dans sa tête. Donc, son regard va vers la vérité, pas vers les livres, et c'est avec le cœur qu'il télécharge la connaissance. Eh bien, en fait, ça résume toute ma conf. Quand on aime ce que l'on fait, on est plus productif. Et ça, par contre, je vais vous le démontrer de façon purement rationnelle. Alors évidemment, tarte à la crème, conf sur la motivation, Steve Jobs. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it and you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up being successful, unquote, in the eyes of society and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work, and it's a lot of worrying constantly. And if you don't love it, you're going to fail. So you got to love it, you got to have passion. Alors, je crois qu'elle fait très exactement 58 secondes, cette vidéo. Et en fait, c'est très très intelligent ce qui vient d'être décrit là. C'est quoi le message important là, de cette vidéo? Il dit quoi concrètement? Je crois que vous l'avez dit, j'entends pas bien depuis l'estrade, mais... Persévérer, ouais. Ça c'est le mot-clé. Il dit vraiment, et c'est assez dingue parce que, vous allez dire c'est romantique, non pas du tout, c'est froid. C'est incroyablement froid ce qu'il décrit là. Il dit concrètement, si vous êtes attaché émotionnellement à votre métier, eh bien vous allez persévérer davantage. Ceux qui aiment leur métier ont une capacité de tarte dans la gueule supérieure à la concurrence. C'est ça qu'il écrit. Non mais vraiment, il dit voilà, vous allez pouvoir en prendre plus que les autres. Vous serez le dernier debout sur le ring. Alors, dans la Silicon Valley, c'est ça le facteur clé de succès. Il n'y en a pas d'autre. Dans la Silicon Valley, c'est le dernier debout sur le ring qui gagne. La Silicon Valley, c'est un cimetière. C'est l'endroit sur Terre où il y a le plus de dépôts de bilan per capita, par tête. Aucun endroit au monde n'a plus de dépôts de bilan par habitant que la Silicon Valley. Donc c'est un cimetière, le truc. Nous, on ne voit que ceux qui ont émergé de ce cimetière. Mais concrètement, la plupart des boîtes meurent. Et donc, il explique bien, si vous aimez ce que vous faites, vous allez supporter une faillite, 2 faillites, 3 faillites, revenir, etc. Ce qui est bien son cas. Vous savez que Steve Jobs s'est fait virer de sa propre boîte à 29 ans. La boîte qu'il avait créée à l'époque dans la Silicon Valley, ça s'appelait se faire stiver. C'était horrible, c'est se faire débarquer de sa propre boîte, on disait se faire stiver. Donc le gars, c'était l'idiot du village, d'un côté charlatan parce qu'il connaissait rien à l'informatique, savait pas coder et il dirigeait des boîtes d'informatique, et d'autre côté, le pauvre. Enfin, on a pitié pour ce qui lui est arrivé, quoi. Et puis aujourd'hui, sa boîte, pour la petite histoire, vous savez combien de cash a Apple aujourd'hui? Plus ou moins. Alors, il valent 1000 milliards en bourse, c'est tout à fait correct. 1000 milliards. Pardon. Mais quand ils appellent leur banque pour savoir combien ils ont sur leur compte courant, la banque, elle répond quoi à votre avis? La banque répond, votre compte est créditeur, ça va, vous suivez, du PIB du Qatar, plus le budget de défense français, plus le budget de défense allemand. Ils ont 240 milliards avec un M en liquide. Cash reserve. C'est pour ça que Trump leur fait des abattements fiscaux. Il veut que ce pognon qui est planqué aux îles Caïmans revienne au pays. Bon, sachant qu'ils ont failli mourir. Alors la persévérance. Un autre exemple, Airbnb. Pourquoi il y a R dans Airbnb? Qu'est-ce que R vient foutre là-dedans au bout d'un moment? Tout à fait, matelas gonflable.
C'est ça l'intelligence collective, il y a forcément quelqu'un qui a la réponse dans la salle. Le matelas gonflable, en fait, San Francisco est une ville très chère, pathologiquement chère, c'est un problème aujourd'hui. C'est très dur de trouver une chambre d'hôtel à moins de $400 et qui soit acceptable. Et des étudiants en design se disent on va sous-louer notre salon. Et on va sous-louer un matelas pneumatique, un airbed. Sauf que le airbed, c'est le degré zéro du confort. Hein. C'est juste en dessous la paillasse de Capucin. Donc concrètement, il faut quelque chose en plus. Alors ils se disent on n'est pas des bêtes, on va partager les céréales, les œufs et le bacon. On va faire bed and breakfast. Donc ça va devenir Airbed and Breakfast et c'est le nom original de la boîte. Parce que Airbnb.com, ils ne pouvaient pas se l'acheter ce domaine. Hein. Donc au début, c'est airbedandbreakfast.com. Ça marche entre amis, mais dès qu'ils vont voir des investisseurs, on a une super idée, des inconnus vont venir vivre chez vous. Bon. L'investisseur, chez lui, c'est un penthouse avec une clé séparée pour l'ascenseur. Bon, il se voit mal la lâcher à un inconnu. Donc ça ne marche pas. Et un jour, ils ont même un investisseur qui se lève et qui se barre, comme ça, s'en va. Ils se disent, on croyait qu'il était parti mettre de l'argent dans le parc-mètre. C'est bon, mais ils ont zéro street cred, comme on dit. Et ils vont s'endetter, ils vont prendre des cartes de crédit, etc. Ils sont à $40 000 de dette. Et évidemment, toujours rien. Alors avant de déposer le bilan, ils se disent, on va faire un baroud d'honneur, on va faire des boîtes de céréales promotionnelles. Alors ils impriment des boîtes de céréales, ça c'est les commémoratifs qui font 80 cm de haut, mais à l'origine elles faisaient un petit, 15 cm, des boîtes de format distributeur, vous voyez, avec 20 grammes de céréales dedans, un bol quoi. Bon. Et ils vont les vendre $40 pièce. $40, ils vont les imprimer avec la tronche de John McCain et de Barack Obama. On est en pleine élection, et donc ils vont mettre derrière, elles représentent, elles ne sont pas offertes vu qu'elles sont vendues $40, elles représentent Airbnb. Et on est aux États-Unis, ça ne s'explique pas, ça va se vendre. Bon. $40 pièce. Alors, ils vont en vendre 800. Ça ne va pas rembourser leur crédit, mais ça va leur redonner confiance en eux. Alors, ils vont revoir les investisseurs. On a une super idée, des inconnus vont venir vivre chez vous. Écoutez, les gars, si vous n'avez pas d'autres arguments à faire valoir, la porte, c'est par là. Bon. Ouais, on a d'autres arguments à faire valoir. On a fait des boîtes de céréales. Hein ? Comment ça ? Mais attendez, mais ça me dit quelque chose. J'en ai entendu parler dans le San Francisco Chronicle. Vous en avez vendu combien ? 800, monsieur. 800. Mes filles, avec les ventes de cookies des Girl Scouts, elles en font plus que ça. Mais vous avez fait combien ? $1000 ? Non, monsieur, on a fait 32 000. Bon, l'investisseur, s'il y a bien un truc qu'il sait faire dans la vie, c'est compter. Hein. Donc, quoi, vous les avez vendus $40 pièce ? Ouais, tout à fait. Vous voulez voir les bons de commande et les reçus fiscaux. Alors là, l'investisseur reste comme ça devant la boîte de céréales. Puis il la pose. Alors, eux, ils disent rien, ils se sont fait jeter de partout. Et là, ils prononcent cette phrase historique. Écoutez, les gars, je préfère vous le dire tout de suite, votre projet, j'y crois pas, mais du tout. Par contre, si vous me dites que vous êtes capable de vendre $40, des boîtes qui valent $2,50 avec 100% de marge au distributeur en bas de chez moi, et moi, évidemment que j'investis. Et les fondateurs diront dans la vie, il faut savoir être un céréal entrepreneur. Parce que le céréal entrepreneur, c'est le mec qui est prêt à imprimer des foutues boîtes de céréales pour financer son projet. Et ça vous exclut tout de suite le major d'Harvard. Hein. Le major d'Harvard, aucune chance qu'il fasse ça. Parce que lui, il n'a pas fait Harvard pour imprimer des boîtes de céréales, hein, croyez-moi bien. 200 000 balles de dette, non, les boîtes de céréales, non, c'est pas votre truc. Et c'est pour ça que toutes les grandes boîtes de la Silicon Valley ont été fondées par des dropouts. Hein. Bill Gates en parlait très bien, il disait, j'ai un ami, Bill Gates, donc, qui n'a pas sa licence d'Harvard juste, hein. Harvard, $40 000 par an. Bill Gates disait, j'ai un ami, vraiment le gendre idéal, il a réussi tous ses examens d'Harvard. Vraiment premier, valédictoriane, premier partout. Bon. Moi, j'ai échoué, j'ai pas ma licence. Eh bien, mon ami, il est ingénieur chez Microsoft. Ça pique un peu. Moralité, l'échec est un diplôme. Si vous n'avez pas ce diplôme, n'essayez même pas de créer une boîte. Parce que si créer une boîte, ça s'apprenait à l'école, bien entendu, tous les premiers de la classe seraient aujourd'hui multimilliardaires. Ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que l'école sert à rien, attention. Mais gérer l'échec, c'est quelque chose qu'on apprend qu'en ayant géré l'échec. Et créer une boîte, ça nécessite de savoir gérer l'échec. Alors, de toutes les confs que j'ai faites, sur à peu près 4-5 sujets différents en général, là j'ai passé la 450e, quelque chose comme ça. Ça fait un certain temps que je fais des confs, mais j'ai toujours pas de message plus important que celui-là. Dans toutes mes confs, vous avez ce message qui revient, parce que je n'ai pas de message plus important que celui-là, donc je vous le donne dès le début. Ce message, quand je vous l'aurai donné, vraiment, c'est le message le plus important de la conf, ça veut dire que vous pouvez vous lever, vous barrer, prendre une bière, je n'ai pas de message plus important que celui-là. Ou un condrieux. Je régionalise mes blagues. Je suis un grand fan. Hein. Si quelqu'un veut me soudoyer d'une petite bouteille, on pourra s'arranger pour la prochaine conf. Ce message, c'est que toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, technique, légale, religieuse, dans n'importe quel domaine,
Si c'est une révolution, si c'en est vraiment une, si elle est authentique, sonnante et trébuchante, elle va systématiquement passer par ces 3 étapes. Toute révolution dans l'histoire de l'humanité, d'abord, est considérée comme ridicule. Ensuite, elle est considérée comme dangereuse. Et finalement, elle est considérée comme évidente. C'est Schopenhauer le premier à avoir bien compris ça. Ridicule, dangereux, évident. Toutes les révolutions passent par ces 3 étapes. Prenez le droit de vote des femmes, par exemple. Ouais, statistiquement, sur une salle de 200 personnes, il y a toujours quelqu'un pour faire « Non, c'est encore ridicule aujourd'hui ». Vous trouverez une cagette de tomates mûres sous vos sièges. Mais soyons sérieux, 1789, Déclaration des droits de l'homme, soulignée 3 fois, et du citoyen. Et la citoyenne dans tout ça, non, écoute, Bobonne, j'ai du travail, laisse-moi tranquille. Bon, c'est pas sérieux. Bon. Olympe de Gouges va être décapitée quand même, juste parce qu'elle a tenté à la hussarde une déclaration des droits de la citoyenne, décapitée direct, on rigolait pas à cette époque. Mais après la décapitation d'Olympe de Gouges, une femme qui demande le droit de vote dans les 100 années qui suivent, on la décapite pas, on rigole. C'est rigolo, c'est ridicule, c'est même pas sérieux. Bon. 1889, c'est dangereux, qui va garder les gosses et faire la vaisselle? Et oui, parce qu'au bout de 100 ans, les hommes ont commencé à se poser les vraies questions. Alors du coup, les suffragettes, on les torture, on les psychiatrise, on les incarcère, et en dernier recours, on les tue. Et puis aujourd'hui, les femmes votent. And so what? C'est complètement évident. Bon, sauf pour certains pays qui découpent les journalistes en tranches et à qui on a refilé la Légion d'honneur. Cette vanne, je l'ai faite devant des préfets. Si vous me cherchez, vous me trouverez au club SM le plus proche. Tout ça pour vous dire que c'est pas synchrone. Il y a des espaces géographiques dans lesquels votre révolution est évidente, il y a des espaces géographiques dans lesquels votre révolution est dangereuse. Mais même au sein d'une boîte aujourd'hui, comme le monde est complexe et fractal, des mots qu'on aime bien employer, mais c'est la réalité au sein même d'une organisation, une association, un parti, un gouvernement ou une entreprise, vous pouvez avoir des gens pour qui l'idée est évidente et des gens pour qui l'idée est dangereuse. Donc évidemment, quand on fait ce qu'on appelle de l'évangélisation, c'est le terme à la mode dans la Silicon Valley, on ne dit plus bizdev ou marketing, on dit évangélisation. C'est en train de partir un peu en vrille, je trouve. Eh bien, il faut d'abord chercher les gens convaincus, plutôt que d'essayer de convaincre ceux qui ne le sont pas. L'effort est moindre. Mais toutes les révolutions passent par ces 3 étapes. Vraiment, je vous mets au défi dans l'histoire d'en trouver une seule qui ne soit pas passée par ces 3 étapes. La Terre tourne autour du Soleil, ridicule, dangereux, évident. Abolissons l'esclavage, ridicule, dangereux, évident. Abolissons l'apartheid, ridicule, dangereux, évident. Les femmes peuvent porter des pantalons. C'est passé par ridicule, dangereux, évident. Demandez à Coco Chanel, elle a fait de la tôle, parce qu'elle faisait des pantalons pour femmes, Coco Chanel. Et d'ailleurs, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, jusque dans les années 80, il était parfaitement stipulé que les députés femmes n'avaient absolument pas le droit d'entrer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale en pantalon. Ce qui fait que quand Michel Alliot-Marie est entré à l'Assemblée nationale en tailleur, eh bien on lui a fait remarquer que porter des pantalons était interdit. Ce à quoi elle a répondu, enlevez-les-moi. Bon. Donc, même un truc aussi débile que le port du pantalon pour les femmes, les vrais sujets de société, c'est passé par ridicule, dangereux, évident. Mais des trucs plus génériques, par exemple, PC, ça veut dire quoi? Personal Computer. Bienvenue dans une contradiction. Pour IBM, ça veut dire International Business Machine. Ça veut dire vous tutoyez les chefs d'État, enfin, pour les pays anglophones, vous jouez au golf avec eux, vous vendez des machines à $1 million, elles font la taille d'une salle de billard. Vous n'imaginez pas que l'avenir de l'informatique, ça tiendra sur un bureau. Quand vous livrez un disque dur de 500 kg chez IBM à l'époque, c'est 500 kg grammes, pas 500 kg octets. Donc, il n'y a pas l'idée qu'un jour, ça va passer comme ça sur un bureau. Et c'est pour ça que ce n'est pas du tout IBM qui a gagné la révolution PC. D'ailleurs, leur division PC, ils l'ont revendue à Lenovo, la Chine. Donc, même le PC, ridicule, dangereux, évident, le courant alternatif, pour la petite histoire, Thomas Edison, juste la personne la plus qualifiée sur Terre pour parler de courant électrique, disait que le courant alternatif était dangereux. Il électrocutait des chiens et des chats à New York avec du courant alternatif pour montrer que c'était dangereux. Il a même fait du lobbying pour que se faire électrocuter se dise en anglais se faire Westinghouser. Parce que c'était la société Westinghouse, avec un petit génie qui s'appelait Nikola Tesla, qui avait inventé le courant alternatif. Donc même quelque chose d'aussi ubiquitaire, la totalité des trucs qui nous entourent, tout ce qui nous entoure, là, c'est passé par ridicule, dangereux, évident. Alors c'est tellement vrai ça, que si une idée ne passe pas par ridicule, elle n'est pas révolutionnaire. La réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que toute idée révolutionnaire doit forcément être traitée de débilité à un moment. Par contre, toute idée débile n'est pas forcément une révolution. Et pour un décideur, c'est très dur de faire la différence. Parce que
pour un décideur, c'est très très difficile de faire la différence entre une révolution et une idée débile chimiquement pure. Je vois vos réactions que vous en manipulez tous les jours. Mais très clairement, les soufis ont un proverbe que j'aime beaucoup, c'est le rubis est plus petit que la mine. Ce à quoi j'ai envie de répondre merci d'être venu, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le rubis, c'est la révolution, et la mine, c'est les idées débiles. Si vous voulez trouver un rubis sans mettre les mains dans les cailloux, il faut aller chez le bijoutier. Mais c'est pas vous qui allez devenir riche, c'est lui. Celui qui devient riche dans l'industrie du rubis, c'est celui qui les achète quand ils sont indiscernables des cailloux. Celui qui devient riche dans le bâtiment, dans l'immobilier, c'est celui qui achète quand c'est à 1000 le mètre, pas quand c'est à 10 000 le mètre. C'est ça l'idée d'une révolution. Celui qui devient riche, on peut devenir riche tard dans une révolution, je caricature, mais ceux qui vont vraiment devenir riches, ceux qui adoptent la révolution au bon moment, quand elle est quelque part entre ridicule et évident, en prenant bien en compte qu'elle va devenir dangereuse aussi. Donc oui, tous les cailloux ne contiennent pas un rubis. Je ne vous apprends rien là-dedans. Toutes les idées débiles ne contiennent pas une révolution non plus. Bon. Mais vous ne trouverez jamais un rubis à l'état sauvage ailleurs que dans un caillou. Ça, c'est tout aussi certain. De la même façon que tous ceux qui ont gagné au loto ont joué, tous ceux qui ont trouvé une révolution ont eu entre les mains une idée considérée comme débile par les meilleurs experts du domaine. J'insiste, on ne le dit pas assez. C'est pas par Joel Rigolo du bar d'à côté. Non. C'est par un mec qui est en chair. C'est par un type qui est à l'Académie des sciences, qui a une épée d'académicien. Ça va être le premier à dire non, ça ne marchera jamais. Est-ce que vous avez entendu parler du rapport Terry ? Ça, c'est un scandale quand même, parce que ça devrait être enseigné, mais partout, le rapport Terry. Le rapport Terry, c'est la raison pour laquelle la France n'est pas une superpuissance du numérique aujourd'hui. Parce qu'en fait, on est en 95, alors je vous plante le décor. On est en 95, c'est encore Édouard Balladur qui est Premier ministre. On est juste avant les élections. En 95, Al Gore parle des autoroutes de l'information. Et Édouard Balladur commissionne Monsieur Terry, ingénieur général, major de l'école polytechnique, co-inventeur du Minitel. Pardon. Pour donner son opinion d'Internet. Je vous mets la musique de Benny Hill ou pas ? Ce mec a été payé avec vos impôts. On ne devrait pas rigoler. Alors, j'ouvre le rapport Terry pour vous. Internet est intrinsèquement inadapté au commerce. Internet ne pèse que 12% des parts de marché du Minitel. Ce qui est vrai. Il a juste oublié qu'un baobab, ça commençait par une graine, le mec. Etc., etc. Et il conclut, Internet ne saurait en aucun cas constituer les autoroutes de l'information de demain. Voilà. Bon, voilà, on peut en rire ou en pleurer, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le meilleur expert du domaine qui va être le premier à vous dire que la révolution n'a aucune chance. Si la révolution, elle allait dans le sens de ce qui s'est dit 10 ans plus tôt, bien évidemment, ce ne serait pas une révolution. Bon. On parle de rupture, d'innovation, c'est comme ça que les révolutions fonctionnent. Alors appliquons ça, parce que c'est facile de rigoler, du rapport Terry, des pantalons, du courant alternatif, mais appliquons ça maintenant. Produire ou s'épanouir, faut-il choisir ? En quoi on pourrait avoir une révolution où être épanoui serait être productif ? La connaissance, je vais parler de l'économie de la connaissance un peu. La connaissance, c'est la richesse la plus importante de ce monde. On va dire, le pétrole, ça vaut beaucoup d'argent. Oui, mais le pétrole ne vaut de l'argent que parce qu'il y a de la connaissance dessus. C'est parce qu'un type a inventé le moteur à explosion. Dans les 4000 ans qui ont précédé, les Sumériens, ils faisaient des colonnes de feu divinatoires avec le pétrole. Donc ça n'avait aucune valeur. Et puis un type invente le moteur à explosion, le pétrole se met à prendre de la valeur. C'est la couche de connaissance qui fait que le pétrole a de la valeur, même si c'est une matière première. Il ne faut jamais oublier ça. La connaissance, comment on l'échange ? Là, on est en train de réaliser une transaction. Je vous donne de la connaissance, là. Et vous me donnez quoi en échange, là, tout de suite ? De l'attention et quoi d'autre ? Du temps. Eh bien, vous venez de nommer les deux ressources les plus précieuses de l'existence humaine. De l'existence humaine. Quoi, c'est pas les calories ? Non. Vous pouvez vivre 30 jours sans manger. Vous n'allez pas le faire, parce que vous êtes à Lyon, mais vous pouvez vivre 30 jours sans manger. Si vous êtes à Londres, il se peut que ça vous titille. Mais, donc, bon, ok, c'est pas les calories. Le temps, si vous n'avez plus de temps, vous êtes mort. Si votre temps tombe à zéro, pas à zéro maintenant, puis j'ai du temps après, à zéro pointé, vous êtes mort. Donc le temps, oui, c'est la ressource la plus précieuse de l'existence. La deuxième ressource la plus précieuse de l'existence, c'est l'attention. Si vous avez du temps, mais zéro attention, vous n'êtes pas mort, mais vous êtes dans le coma. Et donc votre expérience de la vie n'est pas ultra gratifiante non plus, quoi. Temps et attention, ce sont les deux ressources les plus précieuses de notre existence d'humain. Le temps, c'est l'apport de notre vie physique, et l'attention, c'est l'apport de notre vie mentale. Si vous avez zéro attention, votre vie mentale est inexistante. Si vous allez à Venise
et que pendant 2 semaines à Venise, vous ne sortez pas de votre chambre, vous ne regardez même pas par la fenêtre, au regard de votre vie mentale, vous n'êtes pas allé à Venise. Votre corps y est allé, mais votre cerveau n'y est pas allé. Un type de l'Ouzbékistan occidental qui a lu des magazines sur Venise, il est plus allé à Venise que vous. Donc l'attention, c'est la vie mentale, le temps, c'est la vie physique. Et ça, ce sont les 2 ressources les plus précieuses de l'existence. À tel point qu'il y a cette fameuse citation qu'on attribue à tort à Abraham Lincoln, qui dit, au bout du compte, la chose la plus importante, c'est pas la quantité d'années dans votre vie, c'est la quantité de vie dans vos années. Et la quantité de vie dans vos années, c'est votre attention. C'est à quel point vous avez ouvert les écoutilles dans votre expérience de la vie. En sachant que par définition, ce qui fait fermer les écoutilles, c'est les trucs chiants. Eh bien, attention et temps, vous venez de nommer ça. Ça, ce sont les 2 choses que Gandhi a gardées quand il a renoncé à tous les biens matériels. Gandhi était riche, hein. Gandhi était plein aux as, il avait de la terre en Afrique du Sud, il était avocat. Renoncer à tous les biens matériels pour lui, c'était vraiment un effort extraordinaire. Il n'a gardé que sa montre et ses lunettes. La montre, c'est le symbole du temps. Les lunettes, c'est le symbole de l'attention. Et ça, si vous devez être minimaliste, vous savez, les minimes pour les ordres chrétiens, et puis les minimes, si je ne me gourre pas, ça doit être proche des franciscains, même esprit, se réduire à l'essentiel, eh ben c'est ça l'idée. Hein. Vous gardez le temps et l'attention. Alors, maintenant, mettons ça en mathématiques. Ça donne cette petite formule toute mignonne. Ouais, je vais faire une parenthèse. On a tellement dégoûté les gens des mathématiques en France qu'il y a certaines personnes, quand on leur montre une équation, il y a une partie de leur cerveau qui s'active, qui dit en gros « n'essaie même pas ». Alors, désinstallez ça de votre tête. Les équations, hein, je crois que personne ici sait d'où viennent les symboles en mathématiques, d'où ça vient, à quoi ça sert. C'est quoi le cahier des charges d'avoir fait des symboles en maths? Alors c'est exactement ça, c'est raccourcir. Au départ, c'est pas poser le problème, ça c'est des conséquences qu'on découvre après. Mais au départ, c'est avoir le moins de caractères possible. Le signe égal, par exemple, il est inventé par un mathématicien gallois qui, au bout d'un moment, en a marre d'écrire est égal à. Donc il dit, allez, on met deux barres et on avance, parce que moi j'écris ça toute la journée, j'en ai marre. Et c'est en faisant ça que les équations arrivent. Descartes, il invente le signe au carré, parce qu'il en a marre d'écrire x que multiplie x, c'est tout. Et là, après, seulement, il se rend compte qu'il peut mettre, ah oui, mais tiens, on peut mettre 3, on peut mettre 4, on peut aller plus loin. Mais au départ, c'est x que multiplie x. Et c'est long à écrire, et quand vous faites beaucoup de calculs, bah, évidemment, vous voulez simplifier ça. Et c'est intéressant parce que la langue française est remarquée par rapport à la langue italienne, on ne prononce pas toutes les lettres. En italien, on prononce toutes les lettres. Ça vient du latin. En latin, on prononce toutes les lettres. Pourquoi ? Parce que dans le latin, au départ, c'est une langue gravée. C'est fait pour être écrit sur une pierre. Les tablettes de cire, ça vient après. Donc, bon, les lettres inutiles, quand vous gravez sur une pierre au bout d'un moment. Alors que le français, vous savez, il y a 2 raisons pour lesquelles la langue française a, par exemple, philosophie en italien, ça se dit philosophie avec un F. En français, ça se dit philosophie avec un PH. Il y a 2 raisons. Il y a une raison classe et il y a une raison pas classe du tout. La raison classe, c'est que comme ça, vous voyez l'étymologie. Ça, c'est classe. Donc, philosophie, c'est le phi grec, ça, c'est stylé. Bon, la raison pas classe, c'est quoi, à votre avis ? Non, c'est pire que ça. C'est que les copistes étaient payés à la lettre. Donc, avec, vous lisez Rabelais, avec que. Hein, au départ, la grammaire de avec, c'était avec que. Donc ça s'écrivait C-Q-U-E. Catching. Bon, évidemment, pour les équations, on essaie de ne pas faire ça. Alors, l'idée de là, cette équation, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit la connaissance, K, c'est la connaissance knowledge en anglais, la connaissance téléchargée, phi de K, la connaissance téléchargée, est proportionnelle, ça veut juste dire proportionnel ceci, au produit de l'attention et du temps. Pour télécharger de la connaissance, il faut payer de l'attention multipliée par du temps. Pour acheter un savoir, si vous voulez installer de la connaissance dans votre cerveau, il faut payer en attention. L'attention, ça se paye. Hein. En anglais, on ne dit pas « donnez-moi votre attention », on dit « pay attention ». Parce que l'attention, ça vaut énormément d'argent. Si vous êtes dealer d'attention, vous êtes riche. Vous vous appelez Facebook, Twitter, etc. Le métier de vendeur d'attention aujourd'hui, c'est un métier très lucratif. Donc l'attention, ça se paye, ça ne se donne pas. Et on ne peut pas la violer, c'est ça le problème. À l'école, vous pouvez forcer quelqu'un à donner son temps. Donc à l'école, on peut contrôler ce paramètre-là, T. On peut dire, voilà, vous ferez 3 heures d'anglais par semaine. Ben, on n'est pas bilingue en bout de chaîne, parce que 3 heures, ça ne veut pas dire 3 heures à attention maximale. Et oui, si l'école était compétitive pour capter l'attention, ça se saurait.
Elle est obligatoire pour une raison, au départ. Alors, pour ne pas jeter la pierre à l'école, au départ, l'école, elle était obligatoire pour qui? Jules Ferry, quand il... c'est pour qui passe obligatoire? Non, c'est pour les parents. C'est pour forcer les parents. C'est les parents qui ne voulaient pas laisser leurs enfants aller à l'école au début. Du temps de Ferry, c'est exactement... Si, c'est pour ça, c'est les enfants qui travaillent, c'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire que si vous avez le choix, vous êtes un enfant, vous avez le choix entre emballer des bottes de foin ou entendre parler de la vie de Jules César. Alors, le calcul, il est vite fait, la vie de Jules César, c'est super intéressant. Donc l'école, ça a même donné Astérix, les vrais sujets. Donc l'école était compétitive au départ pour capter l'attention, elle était même très compétitive. Mais c'est les parents qui ne voulaient pas laisser leurs enfants aller à l'école. Et puis ensuite, sociologiquement, on va se rendre compte que l'école permet de voir son revenu augmenter, et là les parents veulent pousser leurs enfants à aller à l'école. Sauf que l'école étant obligatoire, elle n'a pas eu à se battre pour le fameux temps de cerveau humain disponible. Et entre-temps, il y a eu quoi? La presse écrite, le cinéma, la radio, la télévision, les jeux vidéo, Internet, YouTube, Facebook. Et l'école n'a pas eu à se battre pour être compétitive au regard de l'attention, puisque de toute façon, la présence des élèves est garantie. Ça ne veut pas dire que l'école au XXIe siècle ne pourrait pas être plus addictive que Facebook. Et il y a même des gens à Palo Alto qui travaillent exactement là-dessus. Comment faire en sorte que des élèves, on doive les arracher à leurs devoirs? Ridicule. Attention multipliée par temps. Pourquoi j'ai mis multiplié d'ailleurs? Parce que le produit en mathématiques, ça a une propriété bien particulière, c'est la contagion du zéro. Si vous faites A fois B fois C fois D jusqu'à Z et qu'une lettre vaut 0, tout le produit vaut 0. Eh bien, c'est ce que je voulais représenter là. Si vous me donnez 1 heure de votre temps, mais que pendant 1 heure, vous êtes en mode musique de Barry White dans votre tête, il n'y aura pas beaucoup d'échanges de connaissances. J'aime bien cet exemple parce que statistiquement, il y a forcément quelqu'un dans la salle qui va avoir « Let the music play » pendant 1 heure. Là. Vous sentez que ça monte ou pas? En même temps, si vous me donnez toute votre attention, mais 30 secondes, il n'y aura pas d'échange de connaissances non plus. Donc, on voit bien qu'il faut payer les deux. La monnaie de l'économie des savoirs, ce n'est pas l'heure, c'est l'AT. Et un AT, c'est 1 heure à attention maximale. Et attention maximale, c'est très facile à définir, c'est quand vous êtes tellement pris par un bouquin que vous ratez votre station. Quand vous êtes tellement pris par un bouquin ou par une partie de Candy Crush que vous ratez votre station, vous êtes à attention égale 100%. Et quand vous êtes en mode musique d'ascenseur dans votre tête, pardon Barry, eh bien vous êtes à attention égale 0. Et il y a tout un continuum entre les deux. L'attention, c'est comme l'électricité. Ça se conduit. C'est vraiment ça. Il y a des matériaux conducteurs et des matériaux qui ne sont pas conducteurs. Or, qu'est-ce qui se passe quand on essaie de forcer le courant électrique dans un matériau pas conducteur? Il y a des étincelles, il faut consommer énormément d'énergie et à la fin, vous détruisez le matériau. Ça, c'est la corvée. Et c'est la différence entre une corvée et une passion. Une corvée, c'est une barrière d'entrée très forte. Comme un morceau de bois pour le courant électrique, il faut ramer avant de faire rentrer du courant dessus. Bon, ça, c'est la corvée. Par contre, une barrière de sortie très faible. Alors, vous mettez un morceau de bois sous tension, n'importe quel autre objet que le bois qui le touche, il prend le jus à sa place. Barrière de sortie très faible. Voyons ça avec l'attention. Vous rentrez chez vous, vous êtes crevé, vous avez un truc à faire. Si c'est une corvée, vous n'allez pas vous y mettre parce que la barrière d'entrée est très forte. Et en admettant que vous vous y soyez mis, le téléphone sonne, vous décrochez parce que la barrière de sortie est très faible. C'est facile d'être distrait d'une corvée et c'est dur d'être motivé par une corvée. Ça, c'est la corvée. Résistance électrique, attentionnelle maximale. La passion, maintenant, c'est le contraire. Vous rentrez chez vous, vous êtes crevé, vous allez vous jeter dessus, c'est votre passion. Ça va être votre bulle d'oxygène de la journée. Aucune barrière d'entrée, la passion. La barrière d'entrée est tellement basse qu'on peut même dire qu'elle est négative, parce que vous avez commencé à y penser avant même de rentrer chez vous. Avant même d'être chez vous, vous êtes dedans. La barrière d'entrée est tellement basse qu'elle est négative. Et puis quand vous êtes dans une passion, le téléphone sonne, vous ne décrochez pas. Parce que c'est une passion, et que c'est très dur d'être distrait d'une passion. Résistance attentionnelle très basse. Et là, on commence à voir en quoi aimer son job peut rendre plus compétitif. Regardez, là, l'idée, c'est quoi? C'est que si vous aimez ce que vous faites, vous avez plus d'hâte. Si vous avez 5 heures devant vous et que vous adorez ça, vous avez 5 hâtes. Si vous avez 5 heures devant vous et que vous détestez ça, vous avez 1 hâte, que vous serez à 20% max. Bon. Ça veut dire que l'économie de la connaissance maximise littéralement le pouvoir d'achat des amoureux. Et là, normalement, je jette le micro et je me casse. Donc, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'était pas du tout idiot, cette peinture de Champaigne, Samuel de Champaigne s'appelait, avec Saint-Augustin qui télécharge la vérité avec son cœur, parce qu'il a développé un goût pour la vérité, c'est pas une corvée. Et vous savez, pendant très longtemps, on me disait, vous savez, l'idée qu'il faut souffrir, c'est judéo-chrétien. Pas du tout. Dans le monde judéo-chrétien, il y a les deux branches. Si vous avez vu Le Nom de la Rose ou lu le roman d'Umberto Eco, il y a ce fameux débat, Jésus avait-il ri? Un chrétien a-t-il le droit de rire? Au Moyen-Âge, c'était une vraie question.
Bon, aujourd'hui, demandez au pape François si un chrétien a le droit de rire ou pas. Bon. Mais à l'époque, c'était dangereux d'évoquer cette possibilité. Donc là, vous avez un docteur de l'Église, pas n'importe quel chrétien, dont on représente le tropisme vers la vérité comme l'amour. Alors évidemment, juste en dessous l'amour, il y a l'addiction. Et oui, tout amour est addictif, mais toute addiction n'est pas forcément amoureuse. Je vous laisse méditer là-dessus 5 minutes. Du coup, il y a des médias qui sont redoutables pour capter l'attention, et ce sont les jeux. Et pas que les jeux vidéo, les jeux en général. Les Grecs, quand ils voulaient avoir la paix, ils faisaient les Jeux Olympiques. Tout le monde regardait, on avait la paix. Les Romains, quand ils voulaient avoir la paix, ils faisaient les Jeux du cirque. Tout le monde regardait, on avait la paix. Encore aujourd'hui, quand TF1 veut vendre une publicité, on est bien d'accord qu'ils ne programment pas un cours au Collège de France. Ils mettent des jeux, soit un jeu télévisé, soit du foot, qui est un jeu. On est tout aussi d'accord qu'une finale de Coupe du Monde de foot va capter beaucoup plus d'attention et de temps en une fois que tout le monde universitaire en 10 ans. C'est pour ça que Karim Benzema est beaucoup mieux payé que moi. Rigolez pas, c'est pas censé être drôle. Pour un architecte, ça fait sens de construire un stade de 60 000 personnes, mais vous ne verrez jamais un architecte construire un amphithéâtre universitaire de 60 000 sièges. Parce que réunir 60 000 corps pour voir du foot, c'est facile. Vous l'amortissez sur 7 ans, votre stade. Alors que réunir 60 000 étudiants physiquement pour un cours, ça peut arriver un jour. Ridicule. Là, je vous ai mis par exemple, alors lui, c'est le général Patton. Patton designait ses propres uniformes, pour le meilleur ou pour le pire. Celui-là, en fait, est inspiré du football américain. À l'époque, il n'y avait pas le protège-mâchoire. C'est assez marrant. Dans le cricket, comme dans le football américain, la coque est apparue dès le 19e siècle. Le casque est apparu dès les années 30. Argument pour vous, mesdames. Du coup, bon, il n'a pas été sélectionné par l'armée américaine, celui-là. Allez donc savoir pourquoi. Mais le football américain, au départ, a été popularisé par l'armée, puisque l'idée était d'apprendre la tactique. Dans le football américain, c'est très très tactique, parce que vous avez des plans, des moments où on stoppe le jeu et où on prépare le prochain assaut. Donc c'était. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que là, il y a autre chose, qui n'est pas du football américain, mais qui est tout aussi intéressant, avec un casque un peu comparable, même si c'est évidemment pas le même. Ça, ce sont les Olmecs. Et les Olmecs, ce sont les ancêtres des Incas, des Mayas et des Aztèques. Et c'est la civilisation de La Venta, dans l'actuel état de Tabasco. C'est 700 avant Jésus-Christ. Et eux, ils jouaient à la balle. Parce qu'il y avait du caoutchouc, donc ils avaient une balle, et ils jouaient à la balle. Alors c'était un truc un peu bizarre, il fallait renvoyer la balle avec sa hanche. Voilà, ça devait être assez marrant de voir les gens jouer. Et il fallait la faire passer dans un anneau et tout, un peu comme le basket. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en plus, ils mangeaient du pop-corn. C'est-à-dire quand l'arrière-grand-père de Socrate n'était qu'une pensée grivoise dans la tête de son grand-père, à lui, 700 avant Jésus-Christ, ça fait combien de générations? Ça fait 7. Socrate, c'est 300. 300 ans avant Socrate, ils mangeaient du pop-corn devant des jeux de balles, ces mecs. Alors moi, je trouve ça incroyable, honnêtement. Et la seule chose qui nous reste d'eux, c'est pour ça que je vous parle d'eux, c'est ça, et ce sont des gens systématiquement représentés en tenue de joueurs de balle. C'est-à-dire que tout ce qui nous reste de cette civilisation, ce sont des têtes monumentales de joueurs de balle. Pour eux, c'était le cœur de leur civilisation. Et le grand débat, en fait, en archéologie, c'est est-ce que ce sont des empereurs qui sont représentés en joueurs de balle parce que c'était l'état le plus classe possible, ou est-ce que ce sont juste des joueurs de balle? Et c'est un débat aujourd'hui dans la communauté archéologique. Mais tout ce qu'ils nous ont laissé, c'est leur civilisation du jeu. Donc le jeu, c'est sérieux. Bon. Alors évidemment, il y a les jeux vidéo. À votre avis, combien de temps l'humanité a passé sur ce jeu? Si on met bout à bout toutes les heures, ça va chercher dans les combien? Alors on va compter en années du coup, hein. Qui pense que c'est l'âge des États-Unis d'Amérique? 242 ans, là. 243 même cette année. Plus, moins? Qui pense que c'est l'âge de la France? 1500 ans. Plus, moins? Qui pense que c'est l'âge de la civilisation? 15 000 ans. Et oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'âge de la civilisation est en fait supérieur à l'âge de la France. Quand je la fais aux États-Unis, celle-là, standing ovation direct. Plus que 15 000 ans ou pas? Régalez-vous. De 2004 à 2014, l'humanité a accumulé 7 millions d'années sur World of Warcraft. C'est 50 fois plus que toutes les heures travaillées chez Apple depuis 1976. Apple, hein, la boîte qui a le PIB du Qatar en liquide et quelques pièces jaunes en plus.
Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir parce que si la connaissance est le nouveau pétrole, le jeu a le potentiel d'être le nouveau pipeline. Pour l'instant, il tourne à vide. Personne ne va mettre sur son CV j'ai 300 heures de World of Warcraft. Par contre, vous pouvez mettre j'ai 300 heures de simulateur de vol. Ça commence. Aujourd'hui, il y a une pénurie mondiale de pilotes. Il n'y a pas assez de... Alors, les Français ne le savent pas parce qu'on est un pays riche, mais dans les pays émergents, qui dit pays émergent dit classe moyenne émergente, dit gens qui voyagent de plus en plus, qui voient leurs voisins poster sur Instagram des photos à Venise et qui veulent faire un petit Shanghai-Venise pour les 10 ans de mariage. Et ça nécessite de plus en plus de pilotes. Et il n'y en a pas assez. Et comment on les forme? Avec un simulateur. Mais les simulateurs, c'est des jeux. C'est un des cadeaux les plus populaires à la fête des pères. 150 €, 2-3 heures de simulateur. C'est un des cadeaux les plus populaires chaque année à la fête des pères. Alors, populaire pas en volume, mais dans le top de quand on interviewe des gens en micro-trottoir. Je ne sais pas si ça marcherait avec vous d'ailleurs. Ça vous dirait de faire un petit... Non? J'en vends, justement. Donc c'est un jeu, un simulateur. Il y a des gens qui payent en tout cas pour y jouer, mais ça reste quelque chose. Alors, ma conclusion là-dessus. Les autres slides, c'est super rapide, on va passer comme ça vite fait. D'abord, travailler dur pour quelque chose dont on n'a rien à foutre, ça s'appelle du stress. Travailler dur pour quelque chose que l'on aime, ça s'appelle de la passion. Par exemple, ce petit piaf, l'oiseau jardinier satiné, il s'appelle comme ça parce qu'il a une plume bleue, il a un plumage très chatoyant, il a une petite plume bleue sur l'épaule, et cette plume bleue est très excitante pour la femelle. Du coup, il va décorer son nid avec plein de trucs bleus. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure, la toupie aurait tout à fait sa place dans le nid, parce qu'il prend des trucs bleus, et il en met partout dans son nid, pour amplifier comme ça sa masculinité. Notez que l'idée d'amplifier sa masculinité existe aussi chez l'homme. Vous vous demandez comment je vais pouvoir enchaîner sur une vanne pareille. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est en fait l'histoire de la veste de costard. La veste de costard, en anthropologie du vêtement, c'est un vêtement qui a très peu évolué. Elle est restée quasiment la même du professeur Tournesol jusqu'à nos jours. En fait, si votre grand-père vous avait cédé un costard à votre taille, vous pourriez le porter. Au regard de la mode, la veste de costard, c'est resté vraiment quasiment la même depuis 60 ans. Et il y a une raison à ça, c'est que la veste de costard, elle offre une valeur bien précise au regard de la psychologie, c'est l'autorité. Elle donne de l'autorité. Et elle donne de l'autorité, pourquoi? Parce qu'elle a des épaulettes. Parce qu'elle souligne la carrure en V. Et la carrure en V, dans beaucoup de cultures, ça veut dire bon chasseur. Bon, d'un point de vue subconscient. C'est-à-dire, chez les Indiens, vous êtes là, bon, la carrure en V, ça veut dire, moi, je peux ramener 2 bisons de plus que la concurrence. Épouse-moi. Les vraies disquettes. Et puis, vous savez, chez les Romains, les officiers avaient une cuirasse avec des muscles. Les soldats du rang n'avaient pas la cuirasse avec les muscles, mais les officiers avaient la cuirasse avec les muscles. Avec les pectoraux bien ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus de pectoraux, les officiers. Pareil pour la veste avec les épaulettes, pour bien souligner la carrure en V. Mais au fond, les épaulettes, c'est de la mousse. Hein. C'est un Wonderbra pour homme, concrètement. Il n'y a que les nanas qui rigolent. Vous pouvez tester le nombre de femmes dans la salle à la réaction à cette vanne. Bon, eh bien, ce petit oiseau, il met du bleu partout, il va danser devant son nid. Bon, on est bien tous d'accord qu'il veut choper, là, l'oiseau. Hein. Et s'il a bien dansé et qu'il a bien décoré son nid, eh bien, il aura une descendance avec la femelle. Eh bien, cet oiseau, il illustre les 3 P comportementaux de l'amour. Précision, persévérance, prise de risque. Précision, quand il est amoureux, il est plus précis. En fait, il est même capable, vous voyez, de dévisser des bouchons de bouteilles. Alors évidemment, s'il en voit un par terre, il va le ramasser tel quel, mais on a observé qu'il arrivait à dévisser un bouchon de bouteille. Ça, c'est un truc de dingue. Un bébé ne sait pas dévisser un bouchon de bouteille. Hein. C'est, un bébé jusqu'à 9, 10 mois, sans doute plus, ne sait pas dévisser un bouchon de bouteille. Lui, il sait. Il a un peu moins de neurones qu'un bébé. Quand il est amoureux, il est précis, il est pointu, il est exact. Précision. Persévérance. Si la femelle ne veut pas de lui, il réessaye avec une autre. J'ai beaucoup appris de ce petit piaf. Donc ça, c'est la persévérance. Et le 3e P, donc précision, persévérance, le 3e P, c'est prise de risque. Prise de risque, vous voyez, le nid est au niveau du sol. Et la nature, cette bougresse, a fait exprès, parce que l'idée, c'est de sélectionner les mâles qui prendront des risques et qui, toutes choses égales par ailleurs, auront plus de chances de nourrir leur progéniture. Donc, prise de risque. Et alors, chez les mammifères aussi, un mâle qui démontre qu'il sait prendre des risques, ça a tendance à être attractif. C'est pour ça, mesdames, que vous avez tendance à aimer un homme qui, dans la mesure du raisonnable, est un peu sûr de lui. J'ai dit un peu.
Là, j'ai divisé la salle. Là, il y a une ligne de faille, un tremblement de terre d'Istanbul. Sur est-ce vrai encore aujourd'hui? Vous savez qu'il n'y a pas que dans cette salle que c'est divisé. C'est un énorme débat aujourd'hui sur les déterminants biologiques de l'attractivité chez l'homme. Parce qu'effectivement, par exemple, pour la petite histoire, une anecdote assez dingue, les Américains ont essayé, je vous laisse regarder ça tranquillement chez vous, de faire une gay bombe. Pour de vrai. Le bullshitomètre, il est à 140. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les Américains ont essayé, ça a été déclassifié au Congrès, un budget a été voté dans les années 60 pour faire une bombe qui, au lieu d'envoyer des explosifs au-dessus d'une caserne, aurait envoyé des phéromones, avec toutes les conséquences qu'on espérait sur les soldats. Parce que ça marche avec les chiens, ça. Si vous vous amusez à balancer des phéromones sur un chenil, ça sera eyes wide shut. Mais chez les humains, ça ne marche pas, parce que les humains ont des phéromones ultra diversifiés. Il n'y a pas de phéromone universel chez l'humain. Et ça a été testé, retesté, re-retesté. Il n'y a pas d'odeur génériquement attractive chez l'humain. C'est une question de compatibilité. Je ne rentre pas dans les détails, je referme cette parenthèse. Le fait qu'elle ait été un échec a tendance à démontrer que les déterminants biologiques de l'attractivité sont un peu dépassés. Quoi qu'il en soit, les 3 P de l'amour, précision, persévérance, prise de risque. Là, je vous ai montré un oiseau, mais j'aurais pu vous montrer un poisson. Il y a un poisson qui fait ça. Ça a beaucoup circulé sur Facebook. C'est son nid nuptial. Vous savez, les poissons, c'est une reproduction externe, puisqu'en fait, la reproduction au départ, c'est dans l'eau. Toute reproduction part de l'océan. Et c'est ça l'idée. En fait, il n'y a que les plantes, certaines plantes, les plantes à fleurs, les angiospermes, qui savent se reproduire sans aucun état liquide. Mais aussi bien nous, les humains, bien entendu, la semence est dans un liquide, et tous les animaux se reproduisent avec quelque chose de liquide, parce que c'est mimer l'océan. Mais les poissons étant dans l'océan, c'est le mâle qui va féconder les œufs à l'extérieur. Et donc les œufs doivent être déposés dans ce nid géant. C'est énorme pour ce poisson. Et s'il ne fait pas ce nid, il n'aura pas de descendance avec la femelle. C'est un peu le loup-boutin des poissons. Alors voilà à quoi il ressemble concrètement. Évidemment, avec sa gueule, il fallait qu'il fasse un effort. Moralité, mesdames, chopez les moches. Mais je veux dire, nous, on est des petits joueurs à côté. Parce que ce poisson, quand il est amoureux, il fait ça. Bon, nous, pour qu'on soit à la hauteur, il aurait fallu qu'on fasse à peu près 4 terrains de football avec les pétales de rose. Alors là, je vous montre des gens qui font précision, persévérance et prise de risque. Précision, prise de risque, persévérance. Et ce que vous voyez dans ces gens-là, c'est que
clairement, leur bien-être, vous sentez que les types qui font soit le marteau, soit les falafels, là, c'est des gens heureux. Ils ne peuvent pas atteindre ce niveau-là s'ils ne sont pas attachés émotionnellement à ce qu'ils font. Et j'ai pris que des travaux manuels précisément pour en parler, mais c'est la même chose si vous voulez faire de l'audit ou des choses comme ça. Les plus grands auditeurs dans l'histoire de l'audit comptable, c'était des gens qui voulaient trouver la faille, qui voulaient trouver l'endroit où les comptes avaient été maquillés. Il y avait un côté un peu Largo Winch dans ce qu'ils faisaient. Trouver une passion dans son métier, ça rend plus précis, plus persévérant, et ça fait prendre plus de risques. Alors les Japonais ont ce concept qui s'appelle Ikigai, ça veut dire raison d'être en japonais. C'est fais ce que tu aimes, fais ce dont le monde a besoin, fais ce pourquoi tu peux être payé, parce qu'il n'y a aucune honte à ça, et fais ce dans quoi tu es bon. Et quand vous avez les 4 à la fois, vous avez atteint votre Ikigai. Et les Japonais disent qu'il ne faut surtout pas le trouver trop tôt dans sa vie. L'idéal, c'est de le trouver tard. Si vous l'avez trouvé tôt, c'est un peu comme si vous étiez né riche. Et être né riche, c'est plutôt une malédiction, en fait, parce qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Le fait d'avoir fait d'abord un travail qui paye, mais qu'on n'aime pas, d'abord fait ensuite un travail qu'on aime, mais qui paye moins, pour ensuite trouver les 4 à la fois, c'est censé être l'aboutissement du parcours de vie. Et quand on a les 4 à la fois, c'est aussi ce que les Japonais appellent trésor national vivant. Vous savez, ces potiers, ces artisans dans les kimonos, nous on a meilleur ouvrier de France, eux ils ont trésor national vivant, qui sont très très souvent des personnes qui ont fait plein d'autres métiers avant d'exceller dans leur art. Alors voilà ma théorie finale. Love can do. Mon idée générale, c'est que les choses que l'humain crée, on pourrait les faire parler. Tous les produits humains, vous savez, c'est un peu le principe de Toy Story, là, les jouets qui parlent. Tout ce que l'humain fabrique, on pourrait lui demander c'est quoi ton Ikigai du coup ? Pourquoi tu as été créé petit objet ? Pourquoi existes-tu ? On peut demander ça à un bic, à un paquet de mouchoirs, à ce qu'on veut. Donc petit objet, pourquoi existes-tu ? Mon opinion personnelle, c'est que 90% des objets que l'humain fabrique, si on leur posait cette question fatidique de pourquoi tu existes petit objet, ils nous répondraient je suis là parce qu'il y a un marché, connard. 90% des produits qu'on fabrique, je pense que c'est juste ça. Il y a un marché, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. On m'a créé, je sers à quelque chose. Bon. Les produits nazes, mais attention, vraiment très nazes. Je vous parle par exemple d'une moto russe. Il y a une blague là-dessus, je voyage beaucoup au Sénégal, et il y a un marabout, il y a la liste comme ça de ses accomplissements de marabout. Alors, amour, gloire, beauté, retour de l'être aimé, guérison des ongles incarnés, tout ça. Et puis, son argument de finition, c'est « démarre même les motos russes ». Donc... il y a marcher sur l'eau, multiplier les pains, ressusciter les morts. Et puis pour les vrais marabouts, il y a démarrer les motos russes. Donc ça vous en dit long. Les objets pourris, genre la moto russe, quand vous leur demandez pourquoi tu es là, ils vous répondent « je suis là parce qu'il fallait bien ». Par exemple, le gars qui fait la moto russe, on lui demande « pourquoi tu fais une moto, camarade ?» Parce que le camarade Staline me l'a demandé. Moi, je voulais être vétérinaire au départ. Il m'a dit « tu fais des motos ?» Je fais des motos. Du coup, je me suis fait chier à la construire, tu vas te faire chier à la conduire, tout va bien. Alors là, on rigole, mais... il y a beaucoup trop de cours qui sont comme ça. Il y a beaucoup trop de situations d'enseignement. Moi, j'ai entendu des collègues dire « mais vous croyez que je m'amuse, moi ?» Du coup, tes élèves non plus. Et c'est un vrai souci, parce qu'un prof qui souffre, ça fait aussi souffrir ses élèves. C'est la double peine. C'est vraiment la double peine. C'est pas en souffrant qu'on fera mieux son job. J'insiste vraiment là-dessus. Alors, voyons un peu maintenant dans l'histoire de l'humanité. Pas les produits qui disent « je suis là parce qu'il faut bien », pas les produits qui disent « je suis là parce qu'il y a un marché », mais les produits qui inspirent. La théorie du Love Can Do, c'est vous mettez sur l'axe des X, est-ce que tu sais faire ton métier ? Can do. Et du coup, vous mettez un autre axe, indépendant du premier, c'est pour ça qu'il est à 90 degrés, et c'est est-ce que tu aimes ça, indépendamment du fait que tu sais le faire. Et ça, c'est l'axe des Y, parce que Y en anglais, ça se dit comment ? Ça se dit why. Donc, pourquoi je fais mon métier ? Et là, vous avez 4 acteurs. L'acteur au-dessus de la mêlée, ça c'est la cathédrale. Concrètement, une cathédrale, c'est pas « je suis là parce qu'il faut bien ». Je veux dire, avant les cathédrales, même romanes, on faisait quelques murs de pierre, c'était bon, on pouvait prier, il n'y a pas de problème. Mais la cathédrale gothique, elle ne peut pas dire « je suis là parce qu'il fallait bien ». 250 ans de boulot, des essais-erreurs, des effondrements. Non, elle ne peut pas dire « je suis là parce qu'il fallait bien ». Elle ne peut pas dire « je suis là parce qu'il y avait un marché », sinon pareil, on aurait fait des cathédrales à la Le Corbusier, je vous laisse imaginer le truc. Mais il y a des trucs qui servent à rien dans une cathédrale, mais en fait qui vont au-delà de l'utilité. Une cathédrale, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le bâtiment de toute la chrétienté qui concentre le plus d'actes au mètre carré à la manufacture. Vous ne trouverez aucun bâtiment dans toute la chrétienté qui va concentrer plus d'actes au mètre carré qu'une cathédrale. C'est-à-dire la quantité de dates qu'il a fallu pour faire la façade par mètre carré de façade, c'est la plus grande. Et ça, c'est ce qui fait... Alors,
toute proportion gardée, la différence entre un hôtel 5 étoiles et un hôtel 1 étoile. Hein. Un hôtel 5 étoiles, la quantité dates au mètre carré est très supérieure à la quantité dates au mètre carré d'un 1 étoile. Le choix du savon et du shampoing dans un 5 étoiles a consommé plus dates que toute la déco du 1 étoile, pour simplifier. La cathédrale, elle balance des attes à fond. Et c'est ce qui fait qu'elle nous inspire. Vous regardez la façade d'une cathédrale gothique, la quantité d'attention et de temps humain qui a été jetée sur cette façade, c'est du délire. Et ça n'a pas été refait depuis. C'est pour ça que ça continue à inspirer les gens 800 ans plus tard. Dans un aéroport, on ne balance pas autant d'attes au mètre carré parce que c'est rationalisé, parce que c'est un besoin. Mais la cathédrale, elle dépasse ça. Alors maintenant, à l'échelle d'une société, si on revient un peu terre à terre, très souvent, compagnie au-dessus de la mêlée, on cite Hermès, on cite Tesla et on cite Apple. Mais avec de bonnes raisons. Hein. C'est-à-dire, par exemple, Chris Martin et Gwyneth Paltrow, ils ont eu une fille ensemble. Chris Martin, c'est le leader du groupe Coldplay, c'est une rockstar. Gwyneth Paltrow, c'est l'actrice hollywoodienne. Ils ont fait un enfant ensemble, vous savez comment ils l'ont appelé ? Apple. D'où question, qui va appeler sa fille Samsung ? C'est pas logique. Et ils ont vraiment dit, Apple, ça veut dire pomme, très bien, donc ça n'a peut-être rien à voir avec la boîte. Non, ils ont confirmé que c'était leur amitié avec Tim Cook qui les avait inspirés. Enfin, c'est du lourd. Au-dessus de la mêlée, c'est quand vous faites ce que vous aimez et ce que vous savez faire. Le suiveur, il a le même savoir-faire, le même, et il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi ses marges ne sont pas les mêmes. Il ne comprend pas pourquoi les gens ne campent pas devant ses boutiques pendant des jours. Apple détient le record du nombre de nuits passées devant une boutique, 27 à Hong Kong, 27. Bon. Il ne comprend pas qui va passer 27 nuits devant Darty. Le suiveur, il a le même savoir-faire que le mec au-dessus de la mêlée, mais il vit dans la caverne de Platon. Il est coincé dans la caverne de Platon, il voit les ombres. Donc lui, il ne connaît que l'axe des X, parce que c'est ça qu'on lui a appris à l'école. On lui a appris, il y a un axe, hein, c'est ta note. Bon, ta note, elle est sur un axe. Hein. Il n'y a pas, tu as eu 20 bleus, et puis tu as eu 20 rouges, puis tu as eu 20 jaunes. Non, tu as eu 20. Bon, il y a un seul axe. Et sur cet axe du savoir-faire, c'est celui qui est le plus avant. Donc lui, il est au même niveau sur cet axe, il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'il y a une autre dimension qui lui échappe complètement, qui n'est pas notée, et qui est, est-ce que j'aime mon métier ? Est-ce que je suis complètement attaché à ce métier ? Du coup, il est sur le même axe des X, mais pas sur le même axe des Y. Ensuite, vous avez l'entrant forcé. Donc ça, c'est la motorus. Hein. Ça, c'est le site des impôts. C'est vous y allez que parce que vous êtes obligé. Voilà. Donc l'entrant forcé, c'est j'ai aucune envie de le faire, je ne sais pas le faire, mais il faut le faire. Ça, c'est sortir les poubelles, ça. Voilà. Et j'exagère parce que, en fait, le problème écologique actuel vient du fait qu'on est entrant forcé sur les déchets. Ce qui fait qu'on n'est pas bon en écologie, c'est qu'on est entrant forcé. Et enfin, les garages de la Silicon Valley commencent leur métier parce qu'ils aiment ça. Donc eux, ils entrent dans le métier, pas parce qu'ils savent le faire. Steve Jobs ne savait pas faire de programme informatique. Il y avait Steve Wozniak qui savait un peu, mais en face de lui, il y avait IBM, ça n'avait rien à voir. Steve Jobs, sa seule formation, c'était la calligraphie. Son savoir-faire informatique, c'était zéro. Par contre, son amour de l'ordinateur personnel était maximal. L'entrant forcé, ou il devient suiveur, ou il meurt. Le Silicon Garage, il suit ce que j'ai appelé dans mes travaux El Camino Real, ça veut dire la voie royale. C'est le nom de l'avenue centrale de la Silicon Valley. Comme la Californie appartenait à l'Espagne, l'avenue centrale de la Silicon Valley s'appelle El Camino Real. C'était prédestiné. La voie royale pour réussir, c'est d'abord d'aimer ça et ensuite d'apprendre parce qu'on aime ça. Et ma dernière slide, c'est lui. Lui, c'est Wallace Chan. Et Wallace Chan, c'est le plus grand bijoutier sur Terre. Joaillier. C'est pas moi qui dis ça, c'est Bulgari, Cartier, Bernard Arnault, à qui il a refusé une vente. Ce type, vraiment, Bulgari, Cartier disent on ne sait pas faire ce qu'il fait. C'est un boat people, il arrive à Hong Kong jeune, son premier souvenir c'est son père qui le tient en mode coq en stock dans Tintin vers le haut de la cale du bateau pour avoir un petit peu d'air frais. C'est son premier souvenir, ensuite à l'école ça ne marche pas parce qu'il est dans la situation du morceau de bois avec l'électricité. Il a une école pour pauvres sur un toit à Hong Kong avec les marchés en bas. Donc là, la conductivité de l'attention vers le tableau, elle va être compliquée. Hein. Il y a plein de gens qui passent dans la rue, etc. Du coup, il rate complètement. Par contre, il va dans la rue et puis il découvre un bouquin sur Michel-Ange. Et là, alors là, tout de suite, ça le frappe parce que le M de Michel-Ange, c'est la première lettre de son nom à l'envers. Ça le frappait. Il va décider de faire de la joaillerie comme Michel-Ange. Alors, il va prendre des petits boulots, il va s'acheter une petite meule et commencer à poncer des pierres sur le balcon de ses parents. Il va se faire arnaquer, acheter des quartz au prix de pierres plus précieuses. Sauf que 20 ans plus tard, voilà ce qu'il fait, le mec. Ça, c'est plus des quartz là. Hein. Ça, c'est du saphir rose, pas de paracha, ça. C'est le saphir le plus cher.
Ce type a refusé, vous êtes assis, ce type a refusé une vente à 220 millions de dollars. Ça coûte combien un penthouse à Lyon? Parce qu'il en a refusé 100, le mec. Vous inquiétez pas pour lui, il vit bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quand vous avez un client qui arrive qui dit « celui-là, je le veux, je mets 100, non. Je mets 200, non. Je mets 220, non. Non, je préfère le garder. » Vous ne faites pas ça pour l'argent. Il n'y a pas de problème. Hein. Si vous faisiez ça que pour l'argent, en tout cas, vous l'auriez vendu depuis longtemps. Alors, Sotheby's et c'est quoi l'autre cabinet? J'oublie toujours. Christie's, pétez les plombs hein, à l'idée de la commission qu'ils auraient pu prendre sur cette pièce. Et c'est pas la plus dingue. Vous voyez ça, là. Il prend une amétrine bolivienne. L'amétrine, c'est une moitié améthyste, moitié citrine. Et il se sert de la transition entre l'améthyste et la citrine pour figurer un coucher de soleil sur une cathédrale. Ouais, vous n'avez pas vu ça chez le bijoutier du coin. Sans parler de la structure générale du poisson, quoi. Alors là, c'est encore un cran au-dessus. À gauche, vous avez une bague qui est très particulière. Elle est faite en titane. Ça, c'est du titane. Les bijoutiers utilisent l'or parce que l'or est beau et parce qu'il est malléable. Et l'or est plus lourd que le plomb, manque de bol. L'or est un peu plus dense que le plomb. Donc, un bijou en or, c'est lourd. Mais quand vous êtes Wallace Chan, vous n'aimez pas la lourdeur. Je l'ai rencontré à Londres et j'ai posté sur Instagram, sur mon compte, il m'a agrafé une broche à l'épaule, une broche qui valait 21 millions de dollars. Alors là, 1, 2, 3 soleils. Vous récitez le paragraphe responsabilité civile de votre assurance. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on ne la sentait pas. On la sentait pas. Bon, mon banquier ou mon assureur, il l'aurait très bien senti, mais on ne la sentait pas parce que c'était du titane et que le titane, c'est ultra léger. Donc, armature en titane. Et dans tous les manuels de bijouterie, on vous dit que si vous avez dégainé un rubis de cette taille, eh bien, il faut des griffes. Parce qu'il ne faut pas qu'il tombe. Si vous avez un rubis qui coûte 4 millions de dollars à lui tout seul, il ne faut pas qu'il tombe. Donc, griffes. Mais si vous êtes Wallace Chan, quand vous avez dégainé un rubis pareil, vous n'allez pas le gâcher avec des griffes. Donc, vous allez le tenir par les petites pierres. En fait, les petites pierres là, qui bordent le rubis tiennent la grosse pierre. Sur une méthode de tenon mortaise, inspirée en fait des pagodes japonaises. C'est du délire ce qu'il fait. Et là, à côté, vous avez une bague en céramique qu'il a mis 25 ans à créer, et cette céramique est 9 fois plus dure que l'acier. Et il a refusé d'en vendre le brevet à Apple pour les Apple Watch. Et enfin ça, la Wallace Cut, qu'il a breveté aussi, tailler un portrait dans une aigue marine avec une fraise de dentiste surmultipliée. Il prend une fraise de dentiste qui bricole à la Fast and Furious, avec du nitrométhane, je ne sais pas trop comment il fait, et sur le coin, il va tailler comme ça le portrait d'une femme dans l'aigue marine pour qu'elle se reflète sur toutes les faces, parce qu'il n'y a qu'un seul portrait là, et il doit le faire dans l'eau, sinon ça détruirait la pierre. Donc au début, il fallait qu'il, avec la réfraction, qu'il sorte la pierre régulièrement pour voir où il en était. Mais quand vous êtes Wallace Chan, ça vous agace ça. Alors maintenant, il a appris à le faire les yeux fermés. Lui, c'est l'équivalent humain de lui. Quand vous mettez l'amour dans le cerveau d'un petit oiseau, voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein, ça peut dévisser des bouchons de bouteille, stylé. Bon. Quand vous mettez l'amour dans 86 milliards de neurones humains, là, vous changez la donne. Et c'est pour ça que l'épanouissement est la source la plus certaine de productivité sur le long terme. Et allez, en conclusion, ceux qui ont déjà vu mes confs vont me détester, j'aimerais me livrer avec vous à une petite expérience. J'ai dépassé énormément, levez-vous s'il vous plaît, levez-vous, ça va vous faire du bien, ça va vous dégourdir les jambes, parce que j'ai dépassé comme un saligot et j'ai besoin de vous dégourdir un peu. Hein, ça va vous faire du bien. J'en vois qui s'étirent dans le fond, vous avez tout compris, c'est exactement ça qu'il faut faire. Ça va, vous êtes tous debout? Je vais lui foutre la honte, mais il y a mon assistante au premier rang, elle n'est pas debout, parce qu'elle sait ce qui va se passer. Eh bien, vous tous debout, là, comme ça. Vous tous debout comme ça, mais alors bien en rang en plus. Vous savez ce que c'est? C'est la façon la plus dégueulasse d'avoir une standing ovation, bien sûr. Merci.